Ça fait du bien un petit peu là de voyager. Des nouveaux paysages, des belles rencontres, des cultures différentes, une belle nature. Alerte, menace de 3e guerre mondiale. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, non, pas maintenant. Alerte thermonucléaire. Veuillez rentrer dans votre pays. La guerre est déclarée. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Vidéo pas facile aujourd'hui. Les problèmes. Il m'en arrive des dingues, mais celle-là, elle est pas mal. Propagande, censure, fuite d'un pays, tout un programme. Comme vous le savez, il se passe quelque chose d'horrible en ce moment. La guerre en Ukraine. Cette vidéo, elle est en quelque sorte liée à ça. Je préfère prévenir. On va pas se lancer dans la géopolitique, le débat, mais je vais vous raconter tout simplement ce que j'ai vécu puisque j'étais en Russie quand tout a commencé. Coincé pendant plus d'une semaine, on a galéré à partir et du coup c'est méga intéressant puisque j'ai vu de mes propres yeux ce qu'il se passait là-bas, de l'intérieur. J'ai pu échanger avec les Russes, on a vu directement les conséquences un peu de tout ce qui se passait. Alors attention, ce que j'ai vu ne s'applique pas à tout le pays et à toutes les personnes, c'est vraiment juste subjectif, on s'en tient à mon expérience personnelle. Ok, je vous explique. Il y a quelques mois, j'ai eu la merveilleuse idée de préparer des grosses vidéos qui se dérouleraient en Russie. Direction le nord du cercle polaire, voire même la Sibérie. Tout un road trip, tout un programme avec différentes vidéos aux quatre coins un petit peu de ces territoires. Avec des concepts vraiment cool, des trucs où on bouscule un peu les habitudes. Mais à aucun moment on s'est dit que lorsqu'on partirait, il y aurait une guerre. Avant de partir, il y a les tensions qui commencent quand même à apparaître, mais on est très loin de s'imaginer que ça va partir en guerre directe. Malheureusement, je prends même ça un peu à la rigolade, tu vois, j'en rigole, genre, comme s'il va y avoir la guerre. Eh ben, j'étais pas prêt. Bref, on part en direction de Vorkuta, tout au nord, une ancienne ville goulag, au fin fond de la Russie, en plein milieu d'un désert arctique, difficilement accessible, donc on va mettre beaucoup de temps. On prend l'avion de Paris, direction Moscou. Ensuite, on fait Moscou-Syktyvkar en avion. Et une fois à Syktyvkar, on a plus de 24 heures de train pour arriver à Vorkuta. Tout ça, ça prend du temps. Et pendant ce trajet, c'est hyper bizarre. Moi, je suis trop content de découvrir un petit peu cette partie de la Russie que je connais pas, de rencontrer des gens, d'échanger sur les cultures, voir les différences, de filmer le train à travers la neige, etc. Enfin, c'est une superbe expérience. Mais de l'autre côté, ça chauffe de fou. On commence à avoir de plus en plus de nouvelles dans les médias, sur Twitter, on sent que vraiment, ça part en couille. On arrive dans la ville de Vorkuta. Imaginez-vous, une ancienne ville minière au fin fond du désert blanc, presque abandonnée au milieu de nulle part. Il n'y a rien à des centaines de kilomètres à la ronde. On est vraiment dans une petite bulle russe un peu à l'ancienne. Il y a encore des symboles de l'URSS. Mais là, pile quand on arrive, c'est officiel. La Russie déclare la guerre à l'Ukraine et prépare une invasion. Ok. Pas au meilleur endroit là actuellement. On l'a vraiment pas vu venir, surtout que nous on était vraiment très éloignés. Dites-vous que la France est plus proche de l'Ukraine que nous on l'était depuis Vorkuta. Faut vous dire à quel point c'est immense et éloigné. Pendant ce temps-là, nous on a fait plein de rencontres, on a fait des soirées à Vorkuta, on a rencontré des gens, etc. On a même squatté un anniversaire un peu traditionnel de famille russe, etc. Donc c'est vraiment le choc un peu parce qu'on rentrait en plein dans la culture russe et là on fait face à une guerre avec ce pays. Et c'est pour ça que ça va devenir justement intéressant. Parce qu'il va y avoir une escalade un petit peu dans les événements comme vous le savez aujourd'hui. Donc là on a mis plusieurs jours à rentrer. Là je tourne cette vidéo. Ça va prendre aussi plusieurs jours à être édité, à être monté, à être posté sur YouTube. Donc peut-être qu'il s'est passé d'autres trucs depuis. Mais là imaginez que vous êtes début mars. C'est très important de le noter quand même. Donc nous actuellement quand on est à Vorkuta, il n'y a pas grand chose. Les gens n'en parlent pas particulièrement. Il n'y a pas forcément de manifestations. Les gens parlent d'autre chose. Enfin, assez bizarre parce que nous on voit que ça. Enfin sur mes réseaux, sur Twitter, sur Insta et tout, je vois que ça. Donc j'essaie de poser le pour et le contre. Je me dis ok, je vais me focus sur mes vidéos, je vais bosser la journée, je reste dans un good mood, je reste ouvert, j'essaie de découvrir un petit peu tout ça, de rencontrer les gens, de faire une bonne vidéo. Mais par contre le soir, je m'informe à fond, je veux savoir ce qui se passe, je veux être au courant pour savoir ce que je dois faire là actuellement parce que je suis pas à la meilleure des places. Mais à peine 2-3 jours après, on commence à voir que vraiment il y a une escalade de fou. Il commence à avoir des bombardements sur les villes, là où il y a des civils, il y a une exode des Ukrainiens, ils fuient le pays et tout, donc on est dans un mood vraiment particulier. Impossible de l'ignorer, en plus c'est à quelques pas de la France, alors forcément on se sent concerné. Et en plus de ça, la France prend une position vraiment genre frontale, un peu à la Russie, et on commence à apprendre que l'Union Européenne, même les États-Unis vont faire pression, vont couper un petit peu certains financements, certains services. C'est vraiment que le début, on sait pas encore qu'il va y avoir un blocus aérien, plus de carte bleue, tout ça, on le sait pas. Donc nous on se dit putain en tant que Français, quand on va dire qu'on est Français, mais on va se faire goumer. En fait pas du tout, les gens étaient super accueillants et vraiment c'était limite choquant, genre
J'étais en mode, vous êtes en courant là, que vous êtes en guerre quand même. Ils étaient super contents de voir des Français et puis sans doute aussi super contents qu'on vienne les voir, qu'on s'intéresse un petit peu à leur ville, à leur façon de vivre, etc. Et là, ça commence vraiment à devenir bizarre. On est toujours à Vorkuta. Ici, tout se passe bien. On est comme dans une petite bulle. On est très très loin de tout ça. Alors que en Europe, ça a l'air d'être vraiment vraiment chaud sa mère. Mais nous, on commence à apercevoir un petit peu les conséquences. Twitter est down chez moi, chez Guillaume, puisque j'étais avec mon pote Guillaume. On était deux avec un guide russe. Et là, nous, on n'a plus accès à Twitter. Genre comme si c'était DDoS. Mais il n'y avait pas encore d'informations, rien. On était en mode, on commençait à avoir des infos de la guerre, que ça partait un peu en couille, que l'Europe allait faire bloc, que l'Union Européenne allait faire bloc. Et là, on voit notre Twitter. Plus moyen d'avoir les informations, ce que se disent les gens, ce que se disent les Français en Russie, parce que c'est toujours rassurant de savoir ce que font les autres qui sont un petit peu dans la même situation que nous. Donc là, plus trop. Pareil, Facebook, j'ai plus trop. Ça marchait encore, mais je voyais plus les images, je pouvais pas envoyer de vidéos. Les statuts étaient pas actualisés, mais je pouvais utiliser Messenger. Donc ça devient un petit peu juste un peu plus dur de s'informer, même si ça reste possible en cherchant sur Google, en allant sur des sites comme celui de l'AFP ou des choses comme ça. On a les news et c'est pas totalement bloqué. Juste vraiment des réseaux particuliers, comme si c'était des réseaux qui dérangeaient un petit peu le pays. On n'est pas encore au courant que très vite la Russie va bloquer ses sites, mais on voit que par exemple sur TikTok, on a masse vidéos que je les comprenais pas toutes. Des fois, je demandais un petit peu la traduction et tout ça, je vous en parlerai, mais enfin sur TikTok, je voyais que ça quoi, que des vidéos sur l'Ukraine, Twitter, avant que ce soit coupé, pareil. Donc pareil, même mes amis russes pouvaient plus l'ignorer et là vous voyez aussi pas mal de choses et là on rentre un peu dans une centrifugeuse d'informations puisque nous on était entre les deux. On avait les médias un petit peu pro-russes et puis on avait ensuite les médias de l'Union Européenne, etc., qui se disaient l'inverse. Enfin, c'était vraiment 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 spécial. Moi de mon côté, je commençais à recevoir plein de vos messages parce que j'avais fait des stories, je montrais que au début que j'étais en Russie et comme tout le monde était au courant et que c'est vrai que j'avais pas posté de nouvelles parce que tout simplement j'avais pas de réseau en fait, parce qu'on était dans le train, ça a duré très longtemps. Donc les gens s'inquiétaient, je recevais plein de messages en mode faut que tu rentres, la famille, les amis en mode qu'est-ce que vous foutez, rentrez. C'est vrai que nous on se sentait pas du tout en danger puisque on était, comme je vous l'ai dit, à Vorkuta, c'est pas là où il y a eu une invasion, c'est pas là où il y a des combats et c'est encore plus éloigné que la France de l'Ukraine. Donc mais bon, on était dans un mood vraiment particulier où on sentait quand même une certaine panique et on nous faisait comprendre que nous aussi on devait paniquer, mais c'était pas encore le cas. Et moi à ce moment-là, je fais face quand même à un dilemme moral parce que comme j'ai de la visibilité, je suis en train de créer des vidéos un petit peu en Russie, depuis la Russie, alors qu'il y a des combats, alors qu'il y a une guerre. Donc c'est assez compliqué. J'ai pas forcément envie, d'être affilié à ça. Moi, je suis contre la guerre. Enfin, j'ai aucune justification, j'ai aucune raison de vouloir la guerre. Au contraire, moi, je voulais rencontrer les gens, parler de la culture russe, de la nature, tout ça. Et là, c'est méga compliqué en vrai. Je vois que mon pays fait pression et on voit que la Russie étège de la Coupe mondiale, des Jeux Olympiques, enfin tout ça, que toutes les institutions s'unissent entre guillemets pour créer une certaine punition. Donc est-ce que moi aussi je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Mais d'un côté, j'ai rien à voir avec ça moi, je sais pas, je veux pas la guerre. Donc est-ce que c'est à moi de choisir si je dois pas parler des Russes, de la culture russe que je suis en train de vivre, des échanges que j'ai avec les gens qui sont humains et qui sont simples, mais est-ce que ces gens-là soutiennent la guerre? Je sais pas, c'est super compliqué vraiment. Et en fait, j'ai juste une chose. Comme toujours, j'ai envie de montrer le bon exemple et puis de partager des bonnes choses à mes abonnés, à vous, et que ce soit des bonnes vidéos. Donc vraiment, les problèmes, moi je voulais juste faire des vlogs et je peux pas fermer les yeux en fait sur tout ça, ça fait partie de mes responsabilités. Donc je décide que ce qui a été tourné, mais qu'en connaissance de cause, au vu de ce qui se passe en Ukraine, je dois stopper le tournage et je vais rentrer en France. Je l'arrête de tourner, je devais aller en Sibérie, je devais tourner d'autres trucs, mais je vais pas les tourner. Mais par contre, ce que j'ai tourné, je pense que je vais taffer dessus et ce sera sans doute posté, mais je sais pas encore, je vais voir. C'est assez compliqué en vrai. Peut-être que vous pourrez me donner votre avis, mais en gros, c'est juste mon expérience quand j'étais dans le train, par exemple, ou ensuite quand j'étais à Vorkuta, quoi. C'est du vlog. Donc rien à voir avec le gouvernement ou avec les guerres ou des trucs comme ça. Mais bon, je sais pas. Donc on va finir là ce qu'on a fait à Vorkuta et très vite on va essayer de partir. Mais sans forcément être dans la panique et partir dans l'heure, quoi. De toute façon, on peut pas. Il nous faut plusieurs jours. Et là, bam, les conséquences. On annonce un blocus aérien. Pratiquement toutes les compagnies aériennes européennes bloquent la Russie. C'est-à-dire qu'il y aura plus de vols depuis et pour la Russie. C'est comme les Simpsons, il y a un entonnoir sur la ville, tu peux pas sortir. La France et les pays de l'Union européenne ne sont plus accessibles depuis la Russie. C'est super ça, On va rester à Vorkuta, du coup, sur le coup, on s'est dit, merde, à mon avis, on va devoir peut-être rester crédule qu'on était une petite semaine de plus ou quoi, et puis ça ira, peut-être qu'on va se trouver un petit appart, on squatte un peu et on revient quand on pourra. Parce qu'en fait, on n'a pas plus d'infos que ça, quoi. C'est juste, les gars, il n'y a plus d'avion. Voilà. Salut, allez.
Donc moi je me débrouille, hein, tant pis, je me suis retrouvé là au mauvais moment, au mauvais endroit, bah je vais trouver une solution. Mais on sait qu'on va pas rentrer facilement, que ça va prendre du temps. Hein. On est en mode, à mon avis, on va mettre 1 ou 2 semaines à rentrer en France. Mais on va réussir. On va prendre le temps, tranquille, pas de pression. Et là, deuxième escalade. Message du gouvernement qui appelle tous les Français présents en Russie à rentrer dès que possible. Important, dès que possible. C'est urgent, faut se dépêcher. Alors là, ça change la donne, parce que quand le gouvernement quand même te dit ça, faut quand même le prendre au sérieux. Moi, je suis aussi pour l'unité nationale, donc bah, si le gouvernement me dit aux Français de rentrer, je vais rentrer, je vais pas faire le sale gosse et dire « Ah non, moi je reste, j'en ai rien à foutre ». Je suis obligé, donc j'ai pas le choix, là, il faut que je rentre dès que je peux et je vais jouer le jeu, je vais pas traîner les pieds, je vais me bouger le cul et je vais trouver un moyen de rentrer. Il demande en plus d'avoir une vigilance renforcée, donc je te raconte pas les proches, la famille et tout qui commencent à paniquer, les messages des abonnés, pareil. Puis là, on se pose la question, est-ce qu'on va pouvoir véritablement passer la frontière? Est-ce qu'on va pouvoir quitter le territoire russe? Parce que la France fait pression de fou sur la Russie. On commence à parler des blocus financiers, du boycott, du gaz, etc. En plus, nous, on se trouve pile là où il y a les usines de gaz et tout. C'est quoi cette malchance? Je peux pas faire pire. Tout moment, ils vont faire péter l'usine à côté, ou peut-être qu'ils vont augmenter la présence militaire, vérifier, faire plus de contrôles. Et puis nous, on est aussi pressé par le visa, parce qu'on a un visa pour aller en Russie. Il y a une durée de validité, sauf que si on est retardé à cause du blocus aérien et qu'on doit passer plus de jours en Russie, en fait, on peut pas. Genre, on aura pas de visa, c'est-à-dire qu'on sera sans papier en Russie alors qu'ils sont en guerre et que la France prend position. Je me dis mais là c'est vraiment la merde parce que j'ai pas du tout envie de devenir un problème pour qui que ce soit même pour les ambassades françaises ou que je sois mis en garde à vue pour faire pression, je sais pas, tu vois, tu peux partir dans tous les scénarios où que les médias commencent à reprendre un peu genre youtubeur français qui est bloqué, les gens ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il fout là-bas aussi, il avait qu'à pas y aller, je savais pas qu'il y avait la guerre, tu peux pas deviner. Bref, là ça devient vraiment un petit peu une soupe à problème. Je commence à recevoir de gens qui sont pro-russes, qui font des reproches, je sais même pas de quoi ils me parlent, ou des pro-ukrainiens, j'en sais rien, mais tu sens qu'en fait là ça devient vraiment n'importe quoi et que les gens prennent des informations de partout et commencent à porter certains étendards, etc. Enfin, ça devient très bizarre. On commence à regarder comment est-ce qu'on peut se sortir de là, prendre le train et peut-être faire tout le tour et aller jusqu'en Finlande, et puis ensuite en Finlande prendre un avion pour rentrer en France par exemple, ou alors aller directement à Moscou, prendre un avion peut-être en Égypte parce qu'ils ont pas encore pris position sur tout ça, donc en fait il faut trouver des pays qui sont neutres, mais qu'est-ce que j'en sais moi, j'en sais rien, j'ai même plus Twitter, je suis une merde. Enfin bref, on n'a aucune infrastructure, il y a pas d'aide qui est proposée, j'avoue c'était un peu chaud. Alors moi heureusement j'ai les moyens, si je voyage c'est que je peux me le permettre et j'ai toujours une réserve, voilà, au cas où il y a des problèmes, au cas où il faut rentrer très vite en France, j'ai toujours une réserve, j'ai toujours de quoi rentrer, donc j'étais pas si inquiet que ça. Je savais juste par contre que j'allais passer à la caisse sale parce que j'allais vraiment essayer de rentrer très vite, je voulais vraiment pas créer de problème. Mais je me dis putain, imagine pour les gens qui étaient par exemple je sais pas en études, qui ont pas forcément énormément d'argent, les gens qui travaillaient là-bas ou les gens qui étaient en vacances, etc. C'est chaud quand même, genre du jour au lendemain de bloquer tous les avions et dire bah allez rentrez. Ok, mais comment? C'est spécial quand même, ça fout un peu le seum. Et l'ambassade nous envoie quand même un mail et nous donne quelques pistes de pays qui peuvent nous accepter en correspondance en avion. Donc on a juste quelques pays, on a notamment l'Égypte comme je voulais faire, mais aussi la Turquie. La Turquie je savais pas. L'heure est grave, cellule de crise, donc là on se met sur nos PC et c'est parti, plan de fuite, il faut trouver un moyen de quitter Vorkuta. Je rappelle qu'on est au nord du cercle polaire, au fin fond d'un désert de glace, de permafrost, donc il y a presque pas d'avion, les trains sont super longs et puis il y en a un tous les 2 jours, 3 jours, enfin. Donc il faut vraiment qu'on crée l'itinéraire optimal pour perdre le moins de temps parce que moi j'avais vraiment peur que d'ici 5-6 jours, une semaine, les frontières soient totalement fermées, que ce soit une galère de sortir, que nos visas soient plus bons. Le timing sera donc très serré, mais si nos calculs sont bons, on devrait être à l'aéroport quelques heures avant qu'un avion ne décolle pour la Turquie ou l'Égypte, et ensuite on pourra rentrer en France. Donc là j'ai fait all-in, j'ai pas pris de risque, encore une fois, j'ai réservé 2 itinéraires. Pour la première fois, j'ai été vigilant, ça c'est fou. J'ai réservé un itinéraire A et un itinéraire B, il y en a un qui prend le train, des voitures, un taxi, l'autre qui prend directement l'avion, un deuxième train, etc. Pour vraiment mettre les chances de tous les côtés et de toujours avoir un plan B. Et ça nous a sauvé la vie, mais de fou. Et c'est toujours de plus en plus intéressant. On est toujours à Vorkuta, dans cette ville russe, avec que des Russes autour de nous. On est les 2 seuls Français.
Et moi, forcément, j'ai un petit français, je suis curieux, je veux savoir un peu ce que pensent les gens de tout ça, ce que pensent les gens de Poutine, du gouvernement, de la guerre, etc. Donc il nous reste de toute façon une dernière soirée à passer à Vorkuta, donc on décide de la passer avec des gens, de boire un dernier coup et de festoyer à la paix, tous ensemble. Plutôt cool. On va même chez des habitants pour manger chez eux, peut-être que ça vous le verrez dans les vidéos. Mais là je commence à capter un peu, parce que moi je parle pas russe, je comprends pas, donc je sais pas ce qui passe à la radio, je sais pas ce qui se raconte entre eux. Mais je vois qu'à la télé, je vois beaucoup Poutine. Je vois des discours, je vois des images un petit peu de l'armée russe, etc. Et c'est pas les mêmes que je vois, entre guillemets, sur mes réseaux à moi. Alors je commence à poser de questions et très vite, on voit que c'est pas le même discours. Là-bas, on se parle même pas trop de guerre ou d'invasion, mais plutôt d'opérations militaires pour maintenir la paix. On voit pas d'images vraiment de combat ou des choses comme ça. Et là, c'est un sujet qui est méga chaud parce que j'ai pu échanger avec ces personnes. Donc pour vous donner une idée, voilà, c'est des gens, enfin les gens à qui j'étais, on était pas beaucoup, 3-4. Donc c'est pour ça, c'est important aussi de comprendre que c'est que mon expérience personnelle. J'ai échangé qu'avec quelques personnes, ça peut pas s'étendre à tout le pays. J'ai aucune idée en général, ce que pensent les Russes. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est ce que pensent les gens avec qui j'étais. Et en plus, on était à Vorkuta, donc on était très loin. Mais en parlant de tout ça, tout le monde était d'accord pour dire que de toute façon, la guerre c'était mal et que il fallait arrêter et que c'était pas une solution. Moi personnellement, je suis totalement contre la guerre. Et voilà, pour moi, la guerre c'est vraiment l'ultime alternative, la dernière des dernières, quand c'est la crise totale, que tu peux rien faire d'autre. Mais ou alors quand c'est justement un autre pays qui décide de faire la guerre, malheureusement, y a pas beaucoup d'alternatives. Mais voilà, j'ai aucune justification pour cette guerre. Enfin, il y a rien à mes yeux qui justifie cette guerre d'un côté pacifiste. Je pense qu'il y a plein d'autres alternatives et il y a des négociations à avoir. Mais bon, après j'en sais rien, c'est pas mon métier. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que ça c'est mon avis, peut-être plus occidental, français, etc. Alors que quand je parlais avec eux, ils étaient tous d'accord pour dire que la guerre c'était mal, qu'il fallait arrêter, etc. Pourtant, il y avait un mais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un mais, c'est genre très touchy, c'est très compliqué. Moi, ça m'a vraiment un peu choqué. C'est-à-dire que tu leur parlais, c'est des gens qui ont voyagé en Europe, qui ont vu un petit peu le monde, qui connaissent un peu d'autres cultures, donc qui ont des attraits cosmopolites. Du voilà, on n'est pas si différents que les uns que les autres. Pourtant, on a des informations et une vision qui est différente, et c'est pour ça qu'ils ont un mais. C'est-à-dire que ils avaient tendance aussi à répéter un petit peu ce que les médias russes et le gouvernement russe communiquaient. Donc, la guerre c'est mal, il faut arrêter, mais il y a un génocide russe en Ukraine, il faut dénazifier l'Ukraine, etc. Enfin, tout ce que l'État russe balance encore et encore. Moi, j'ai pas ces informations-là, en tout cas dans mon pays, c'est pas ce que me dit mon gouvernement, c'est pas ce que disent les autres pays de l'Union européenne, donc j'ai tendance à ne pas y croire. Mais eux, en tout cas, y croyaient, et il y avait même le genre de rumeur un peu morbide que tu peux avoir en situation de guerre, de si tu te fais choper et tout, ils vont te faire ça, puis à ce qui paraît, dans les petites villes, les Ukrainiens ils font ça aux Russes et tout, enfin, et puis des trucs vraiment crades. Donc vraiment spécial, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Donc du coup, moi, le mec me dit ça, donc je suis là genre, ok. D'accord. Et je peux pas rentrer en conflit, ou je pense que c'est la pire des choses de vouloir bourrer le crâne l'autre personne de mes informations et de ma vision. Je lui ai dit que j'étais pas d'accord, et c'est cool parce que ils l'entendent. Maintenant, est-ce que ça marche dans tout le pays? J'en sais rien. Mais très mauvais feeling à ce moment-là. C'est vraiment genre là où je me suis dit putain, c'est le terreau parfait pour créer des guerres. Vous savez, quand les peuples un petit peu ont des opinions qui sont complètement opposées, pas qui sont divergentes, non, qui sont opposées. C'est-à-dire que ma version n'est pas compatible avec la tienne, et j'ai trouvé cette situation genre vraiment gênante. J'étais vraiment en mode passons à autre chose, et ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois. Bref, en tout cas, nous en France, on parle de propagande russe. L'AFP, le gouvernement démente plutôt ces discours. Mais encore une fois, c'est une réalité qui est un petit peu, voilà, c'est vraiment une guerre des informations, et je pense qu'il faut pas plonger dans la paranoïa, et c'est vraiment une période assez spéciale, donc faites attention avec les informations qui vous sont données. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de trouver un terrain d'entente avec les gens que j'avais en face de moi, d'essayer de peser le pour et le contre, et finalement, on y arrivait, et on se rend compte que une fois qu'on rencontre les gens, qu'on arrive à dialoguer, il y a des solutions. Et la mauvaise solution, c'est de se référer à 100% à ce que certaines personnes veulent vous faire croire, et d'y croire dur qu'en fer sans jamais l'avoir vu de vos propres yeux. Il faut vraiment tempérer l'information et pas se noyer à l'intérieur, et arrêter de rechercher constamment la vérité absolue et les confrontations. C'est un peu candide et crédule de dire ça, mais en cette période, on peut pas être plus vigilant. Faut pas céder à la paranoïa ni aux rumeurs. À mon sens,
France, il n'y a rien qui justifie de toute façon une guerre pareille. Donc le débat n'a même pas lieu d'être, il faut trouver des solutions différentes. Bref, on termine la soirée et on passe vraiment une superbe soirée et c'était méga intéressant de pouvoir échanger avec eux et de voir un petit peu leur avis parce que globalement c'était le même que le mien, juste petit mais. Et sans doute que lui a eu mon avis aussi comme un petit mais. Donc bon, ça n'empêche pas qu'on peut bien s'entendre. On s'apprête à rentrer, direction Syktyvkar, en avion du coup, plan A, et là, toujours plus de problèmes. Tempête de neige, blizzard. Il fait moins 30, il y a une tempête de neige partout sur les routes. Il neige comme pas possible, ça glace. Donc là on se dit, bon, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et deuxième couche, les cartes bleues sont coupées. Le système bancaire Swift ne passe plus. On peut plus payer. Donc là, on est à poil. De pire en pire. Là, il y a la totale. Il n'y a plus d'avion. Il n'y a plus de carte bleue. Il y a la tempête. On sent qu'il y a une petite odeur de propagande dans le coin. Mais encore une fois, à aucun moment, on a été en danger. À aucun moment, les gens ont été dangereux ou enfin je sais pas, tu vois, au contraire, enfin vraiment c'est limite bizarre. On avait vraiment l'impression que pour eux c'était juste un petit truc. Je sais pas, je pense que si c'était la France qui avait envahi un autre pays, mais ça aurait été un bordel. Enfin, moi c'est ce que je pense. Même moi je serais allé dans la rue. Et nous en tout cas là où on était, il y avait rien. Il faut savoir qu'il y a quand même eu des manifestations, mais dans les grandes villes, là où il y a aussi peut-être des gens qui sont plus connectés, plus cosmopolites, mais à Saint-Pétersbourg, à Moscou. Et nous, on les voyait, du coup, j'avais accès, comme il y avait des Russes, ils avaient des contacts, on voyait les stories des gens qui manifestaient, qui se faisaient arrêter par la police et tout. Et pareil, ils utilisaient le Covid, entre guillemets, pour justifier qu'ils devaient pas manifester, les mettre au poste, etc. Là, c'était vraiment bizarre. En fait, j'ai vraiment senti que l'information en Russie était un peu déstructurée et qu'il n'y avait pas vraiment de position prise par le peuple. Mais encore une fois, ce n'est que ma perspective depuis Vorkuta. Donc là, la plupart des paiements ne passent pas. Ça dépend des sites, mais c'est une galère. Il faut qu'on trouve du cash. Et en plus de ça, l'avion est annulé. On peut plus prendre l'avion depuis Vorkuta, donc il va falloir prendre le train. Heureusement, je vous l'avais dit, qu'on avait 2 itinéraires. Et c'est pas fini. Donc là, déjà, on passe au plan B. Et après, on rattrape le plan A. C'est-à-dire qu'on prend le train direction Mikun. À Mikun, on va prendre un taxi pour aller à Syktyvkar et à Syktyvkar, on prendra l'avion qui était prévu pour aller à Moscou. Oui, parce qu'en fait, le train, finalement, il prenait trop de temps pour aller à Moscou et récupérer le train qui irait en Turquie ou en Égypte. Ça passait pas, c'est le bordel. Bref, un puzzle le truc, un puzzle. Et pour rappel, on est très loin, c'est vraiment galère de rentrer. On va devoir changer de train au milieu de la nuit pour rejoindre Mikun, qui était pas sur notre itinéraire de base. Là-bas, on va prendre un taxi pour vite aller à Syktyvkar et bombarder et pour prendre l'avion à temps. Bref, un délire. On arrive à Syktyvkar, on prend l'avion, direction Moscou. Là, on commence un peu à être fatigué, je t'avouerai. Et on arrive, bam, l'avion est annulé. L'avion pour l'Égypte, c'est terminado, finito, bambo. Mais genre, tout est annulé, genre, c'est comme ça, bonjour, au revoir. Je sais pas pourquoi. Certainement, peut-être du surbooking ou des trucs comme ça, parce que les prix, ils ont flambé. On a lâché un PEL pour rentrer. Donc, bravo aux compagnies aériennes qui profitent, bien évidemment, de ça. C'est toujours apprécié. Du coup, ce sera plan B. Finalement, on va plus en Égypte, mais on va aller en Turquie. Donc voilà, encore une fois, je veux pas me plaindre parce que j'ai les moyens de payer cette galère, mais je dis ça aussi pour les gens. Imaginez comment ils ont dû galérer. Il y a aucune aide qui a été proposée, tout c'est un peu abusé quand même. Du coup là, il faut qu'on trouve du cash à Moscou. Mais d'après les informations qu'on a, le rouble s'est effondré. Du coup, il y a pas mal de gens un peu qui ont retiré. La bourse de Moscou est fermée, etc. Donc c'est vraiment chaud. En fait, là, on commence à voir au niveau des distributeurs des queues immenses. Il y a tous les gens qui font la queue pour récupérer les billets. Il n'y a aucun guichet qui fonctionne. Donc là, moi, j'ai pas cherché à comprendre. Visiblement, il y avait un guichet, mais je crois qu'il coûtait plus cher. Donc j'ai pu seulement prendre là-dedans. Il y avait des frais. Tous les autres Russes attendaient aux autres guichets. On se prend un petit Uber parce que forcément, c'est pas dans le même aéroport de Moscou. On doit aller de l'autre côté. Et j'avoue, je suis tellement crevé. J'ai pris un Uber pour faire le gros flemmard. Et là, pareil, on parle avec le Uber. Le mec trop sympa. Il nous raconte plein de trucs, il a été en Amérique et tout. Et vraiment à un moment on retombe sur ce sujet-là. Et pareil, il me rabâche des trucs en mode oui mais il y a un génocide de Russes en Ukraine, donc bon, Poutine il a aussi raison un peu. Enfin, t'es là genre ok. Enfin, c'était vraiment bizarre, c'est vraiment un peu comme ce qu'on a appris de la Seconde Guerre mondiale, tu vois, où on trouve un petit peu des justifications, des excuses, et puis le peuple dit ouais c'est vrai. Bref, ça doit faire là au moins 2 jours qu'on est en mouvement continu. Heureusement on a pu dormir un petit peu dans le train. Mais encore une fois,
on n'est jamais sûr, on sait pas si l'avion va vraiment partir, c'est un peu juste. Bref, on arrive à l'aéroport, on s'enregistre, tout est ok. Mais j'ai oublié un petit détail important. Toujours plus. Mais en gros, quand on a fait les soirées, on avait un pote du coup à Vorkuta qui avait du pétrole pur parce que du coup il travaillait justement dans les usines autour de Vorkuta et il avait vraiment un pot de pétrole. Et en fait, il nous avait fait un cadeau de pétrole pur, mais dans des cartouches de balles anti-aériennes, tu vois, genre un truc comme ça rempli de pétrole. Et d'un côté, nous on était trop contents, tu vois, franchement c'est stylé. Bon, même si la cartouche et tout c'est pas le bon moment quoi, mais le fait d'avoir du pétrole pur et tout c'est assez fou. J'aimerais bien le ramener chez moi. Et on voulait le laisser à notre guide pour qu'il nous l'envoie, mais avec tout ça, avec la fatigue, le fait de sauter dans le train, dans le taxi et tout, on arrive à l'aéroport, on avait oublié ça, donc on passe au rayon X. Et là, pip, pip, le gars il fait ouais c'est quoi ça et tout, il commence à se demander. Et il fait ouais viens voir derrière l'écran et je regarde et c'est vrai que tu vois mon sac et tu vois une grosse cartouche rouge sur le rayon X. Et en fait le truc était rempli de pétrole et là je me dis oh le de merde de putain de... Ouais, j'avais littéralement une cartouche de pétrole prête dans l'avion. Donc mon guide il dit ouais fais gaffe, il dit peut-être que c'est un cocktail molotov et tout. Je dis ouais non c'est du pétrole, c'est un cadeau. Bref les problèmes. Bon après il voit qu'on est des petits guignols avec nos caméras et tout, ça passe. Mais non on fait des vidéos, c'est un cadeau et tout. Bon bref. On se taille. On va en Turquie et on passe la nuit dans l'aéroport. Toujours la galère, on peut pas dormir nulle part, tout est blindé et tout. Finalement j'ai réussi à trouver, genre, on a attendu 2-3 heures par terre, mais après il y avait des genres de petites capsules dans l'aéroport, tu vois, c'est genre des lits avec petite fermeture comme ça, t'es dans une petite capsule, tu fais dodo, donc c'était pas mal, ça nous a permis de se reposer un petit peu. Et puis ensuite on a pris l'avion et on a pu quand même rentrer en France. Enfin. Donc je crois qu'on a mis quelque chose comme un peu plus de 4 jours, 5 jours, mais vraiment genre à fond quoi. C'est vraiment vraiment tendu. Bon là avec le recul ça va finalement, ça a pas trop dérapé, je crois qu'il n'y a pas eu de problème avec les ressortissants français, etc. Mais bon, je voulais pas prendre de risques. Et voilà, du coup je trouvais ça super intéressant de vous raconter cette petite histoire de l'extrême entre les galères et entre les petites anecdotes, mais aussi les informations vues de l'intérieur. C'est intéressant je pense, puisque pour le coup c'est vraiment ce que moi j'ai vu, donc c'est toujours cool de partager ça un peu avec du monde. Mais voilà, encore une fois c'est pas du tout une vidéo qui a pour vocation de me faire plaindre ou de faire le malheureux, je m'en fiche, je pense que vous l'avez vu. J'ai assumé et c'est juste dommage que j'ai dû partir comme ça. Mais voilà, je peux pas me plaindre vu ce qui se passe vraiment en Ukraine, tous les gens qui sont bombardés, qui doivent fuir leur ville, leur maison. Moi ce qui m'est arrivé c'est un peu de la merde au final. Et voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais voilà, c'est une anecdote de plus dans mon petit livre. Ça commence à faire beaucoup, hein. Il m'en arrive des conneries. J'espère que c'est une situation qui va pas durer, parce que nous on a l'habitude de pouvoir voyager un petit peu partout, surtout en tant que Français. Avec notre passeport on a une chance incroyable de pouvoir voyager pratiquement dans le monde entier sans aucun problème, avec juste des petits visas qui prennent 1 ou 2 jours. C'est vraiment pas le cas pour de nombreux pays, pour de nombreux citoyens d'autres nations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'équilibre, cette paix est totalement bousculé, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi. C'est qu'en tant que voyageur, et j'ai eu la chance d'aller dans plein de pays, c'est la première fois que je ressentais ce genre de truc, qu'il y avait des avis un petit peu divergents comme ça, et des petites doses de boycott, de blocs aériens, de cartes bleues coupées, etc. On est vraiment genre aux prémices de quelque chose de vraiment terrible, et c'était important pour moi de pas cacher ça et de vous dire un petit peu tout ce qui s'est passé et comme ça s'est passé. C'était la petite parenthèse. Maintenant on va reprendre la vidéo quand même un petit peu plus fun, on va se faire plaisir, et j'espère sincèrement que la situation va s'améliorer et on va suivre ça de près. On a des bons petits trucs qui nous attendent, prenez soin de vous, ne vous montez pas trop la tête, restez ouverts et à l'écoute, œuvrons pour la paix, et je vous dis à bientôt.